Oyez YouTube, oyez tout le monde. Soyez les bienvenus à Mosteros. Mosteros est un royaume, un monde, où seuls les Motes peuvent prétendre y siéger. Où seuls les Motes peuvent prétendre au trône. C'est un monde impitoyable où chaque avantage concurrentiel va venir pourfendre le moindre gueux sur son passage. Un monde impitoyable où chaque Mote va venir faire régner et imposer son pricing power. Bienvenue à Mosteros. Bon, plus sérieusement, je voudrais vous partager aujourd'hui sur ma chaîne plusieurs vidéos sur la thématique de comment bien choisir ses actions. J'ai même envie de dire comment bien choisir les entreprises sur lesquelles on va miser, parce que quand on devient investisseur, quand on devient actionnaire, quand on investit à travers une entreprise, ben voilà, on essaye de trouver les entreprises qui vont être rentables, performantes, dans un futur plus ou moins proche. C'est ça qu'on veut, c'est être capable de répondre à cette question, comment trouver les entreprises gagnantes. Donc pour ça, il faut être capable de les analyser, il faut être capable de juger leur qualité, et ça, quand on commence en bourse, quand on n'est pas de ce milieu-là, c'est vraiment, moi je trouve, j'ai l'impression que c'est la question ultime, c'est le but ultime du jeu. C'est-à-dire qu'une fois que je serai capable de trouver par moi-même les entreprises que je suis capable de prendre en stop picking et d'intégrer dans mon portefeuille, j'ai l'impression que j'aurai un petit peu fini le jeu, quoi. C'est comme, moi par le passé, je jouais à des jeux comme Diablo ou WoW, vous avez un personnage, vous le faites évoluer, et au level max. C'est-à-dire que vous arrivez vraiment au level max, vous avez des nouvelles compétences qui se débloquent, et vous devenez beaucoup plus puissant, et le jeu prend une nouvelle tournure. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est exactement la même chose. Qu'on est dans ce schéma-là, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, c'est-à-dire que le jour où je serai capable, moi-même, tout seul, de mon côté, d'être capable d'analyser et de juger la qualité d'une entreprise, et de savoir si elle est intéressante dans un futur plus ou moins proche, j'ai l'impression que j'aurai un petit peu fini le game, quoi. Et c'est franchement, c'est grisant, mais c'est difficile, et j'ai envie de dire, j'ai envie de tendre vers cette évolution-là, mais c'est pas facile. Donc du coup, à travers cette série de vidéos, je vais essayer de, comme d'habitude, de vous filer quelques tips, quelques conseils sur comment, effectivement, commencer un petit peu à analyser ces entreprises-là, et quels sont, finalement, peut-être les critères qu'on pourrait retrouver de manière systématique dans des entreprises qui ont l'habitude de performer et de surperformer le marché, pour essayer de voir s'il y a des points communs, et du coup, à travers ces points communs, d'être capable, quand on étudie une entreprise, d'avoir des filtres, d'avoir des critères de sélection qui vont justement nous permettre d'écarter, entre guillemets, les mauvaises entreprises et de garder uniquement les bonnes. Et surtout, c'est un exercice qui n'est pas facile. Surtout, je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression. Quand on se lance en bourse, moi vous le savez, je me suis lancé en 2020, je suis un investisseur lambda, j'estime que je n'ai pas des grosses compétences, des grosses connaissances. Encore moins sur le monde de l'entreprise, encore moins sur, comme je disais tout à l'heure, sur cette capacité à analyser une entreprise et à juger de sa qualité. Donc, moi c'est sûr, quand j'ai commencé mon investissement en bourse, vous le savez à travers cette chaîne, j'ai misé sur des ETF. Et vous pouvez le voir là, à travers mon portefeuille. Je les ai toujours à l'heure actuelle dans mon portefeuille parce que je crois en cette stratégie d'ETF. Cette stratégie d'ETF, elle va me permettre déjà d'avoir un investissement qui est croissant dans le temps. On le sait, les ETF permettent de reproduire la performance des marchés. Les marchés sont aussi sur le long terme. Donc moi déjà, dans un premier temps, ça me convient amplement. Mais vous le voyez aussi, j'ai des actions dans mon portefeuille, que ce soit sur mon PEA ou sur mon compte titre. J'ai des actions. Et donc, il ne faut pas se leurrer. Je pense que l'objectif, quand on commence à vouloir faire du stop picking, l'objectif, il est simple, et il est unique à mon sens, c'est de vouloir surperformer le marché. Parce que si vous commencez à faire du stop picking, mais que vous ne surperformez pas le marché, autant investir à travers des ETF. Et quand je dis ça, c'est en aucun cas pour être péjoratif avec les stratégies ETF. Moi, encore une fois, j'assume la stratégie, j'en suis très content et elle me convient complètement. Mais c'est vrai qu'au premier abord, investir à travers des ETF, ça paraît nettement plus accessible, nettement plus facile à comprendre. En tout cas, pour ma part, c'est un peu comme ça que je le ressens. C'est plus facile d'avoir une vision globale un petit peu du marché que d'avoir une vision précise sur une entreprise. Donc, la suite logique, maintenant, ça va être d'être capable d'évaluer, de juger la qualité d'une entreprise. En tout cas, la qualité de l'entreprise sur lesquelles on va faire des recherches et sur lesquelles on va se poser la question, est-ce qu'elle vaut le coup d'être intégrée dans son portefeuille ou pas. Et donc du coup, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs grands axes quand on veut analyser une entreprise pour savoir si elle est de qualité. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais parler notamment de l'analyse fondamentale, qui serait plutôt une analyse qualitative.
Et il faut que cette analyse qu'on va faire sur l'entreprise en question réponde à une question qui est la suivante, c'est est-ce que l'entreprise qu'on est en train d'analyser détient un avantage stratégique, un avantage concurrentiel ou pas? Évidemment, vous en doutez, je suis un investisseur lambda, ça tombe pas du ciel, ça vient pas de moi, évidemment, cette grande question à laquelle il faut avoir une réponse. Ça vient, je pense, vous le connaissez, de cet investisseur qui se retrouve derrière moi, qui est Warren Buffett, qui est l'un des plus grands investisseurs reconnus en bourse. Et du coup, lui, sa stratégie, elle repose, en tout cas, en grande partie, sur ce qu'il appelle l'idée de moat, M-O-A-T. Qu'est-ce qu'un moat? Si on le traduit en français, ça veut dire douve. Les douves, c'est les protections que vous avez autour d'un château, qui rend le siège de ce château très compliqué, donc qui lui assoit une domination, qui lui assoit une défense accrue, qui repousse plus facilement les adversaires, les ennemis, et qui lui permet justement de perdurer dans le temps, plus facilement qu'un château qui n'aurait pas de douve. Et donc du coup, il a repris cette image un petit peu, Warren Buffett, et il s'est dit, je vais essayer de trouver justement des entreprises qui ont des avantages concurrentiels, qui ont des avantages stratégiques, qui leur permettent de perdurer dans le temps, qui leur permettent de dominer dans le temps. Et c'est un petit peu comme ça qu'il a investi en bourse. Et le graphique que je voulais vous montrer à gauche, je le trouve super intéressant. Alors, en ordonnée, vous avez le pourcentage de surperformance par rapport à l'indice du SP500, qui va de 0 à 30% sur l'exemple là. Et en abscisse, ici, vous avez le nombre d'années. Donc en fait, ici, vous allez retrouver finalement tous les plus grands investisseurs qui sont connus. On voit qu'il y a Peter Lynch, Munger, Graham. Ici, il y a Warren Buffett à droite. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré le nombre d'années où ils ont surperformé le SP500 et de combien ils l'ont surperformé. Et Warren Buffett, on voit qu'il se situe ici. Donc ça veut dire qu'on est entre 55 et 60 ans et on est entre 10 et 15%. Donc ça veut dire que Warren Buffett, depuis qu'il investit en bourse, il a à son compteur plus de 55 années où il surperforme le SP500, on va dire, de 12%. Moi, je trouve la stat, elle est complètement folle, je trouve. Déjà, je ne sais pas si j'arriverai dans ma vie à être présent et à investir plus de 50 ans. Et encore moins, je sais encore moins si j'arriverai à surperformer le SP500 de plus de 10%, voire de 12%, autant de fois. Donc je trouve vraiment la stat super, super intéressante, et je trouve la stat super folle. Et ça démontre bien une chose, c'est que ce monsieur-là, il a trouvé une stratégie qui est efficace, et qui est régulière, et qui est pérenne dans le temps. Je veux dire, on peut des fois surperformer quelques années, mais pour surperformer autant d'années, je veux dire, c'est pas anodin. Et donc du coup, je pense que dans un premier temps, quand on se lance en bourse, quand on se lance un petit peu dans le stop picking et qu'on essaye de soi-même de chercher des valeurs qu'on pourrait intégrer à notre portefeuille, je pense que avoir un peu la même approche qu'a cet investisseur, ce Warren Buffett, c'est un bon point de départ. Et ça va nous garantir, si on veut, de trouver des entreprises, comme on disait tout à l'heure, qui ont plus de chances de perdurer dans le temps, qui ont plus de chances d'être dominantes et qui ont plus de chances de repousser leurs concurrents. Et on peut même aussi aller regarder le cours de Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, qui est l'entreprise dont il est le directeur général. Et tout simplement, vous allez voir, là aussi, les chiffres sont impressionnants. Là, tout simplement, en noir, vous avez la courbe du SP500 et en bleu, la courbe de Berkshire Hathaway. Encore une fois, à travers ce graphique-là et à travers ce genre de statistiques-là, c'est prouver et démontrer que, en tout cas, la stratégie qu'il a mise en place, elle est efficace. Et je pense que s'en inspirer, c'est plutôt une bonne chose et un bon point de départ. Maintenant, je vous propose de faire un petit exercice où l'objectif, ça va être de lister le maximum de points, de questions qu'il faut se poser quand on analyse une entreprise pour essayer de définir si effectivement elle répond à cette idée de moat comme monsieur Warren Buffett l'entend. Et du coup, pour ça, j'ai fait une carte mentale. Je trouve que c'est pas mal pour lister les choses et pour un peu structurer un petit peu les idées et organiser les idées. Donc le point de départ, c'est ce qu'on a dit, c'est on veut analyser une entreprise et savoir si elle a un moat. Donc le moat, c'est ce fameux concept que M. Warren Buffett a démocratisé. Donc c'est le fait d'avoir un avantage concurrentiel. Donc l'avantage concurrentiel, il va vous donner un avantage stratégique et il va vous garantir, en tout cas, vous avez plus de chances d'être performant dans le temps. Quelle forme ça peut prendre, cet avantage concurrentiel? Ça peut être une marque forte. Je pense que tout de suite,
Moi, si vous me parlez d'Apple, si vous me parlez d'LVMH, voilà, ce sont des marques fortes, et je me dis qu'aujourd'hui, quelqu'un qui essaye de rentrer sur le marché d'Apple, c'est forcément un petit peu plus dur de pénétrer ce marché-là quand on est sur les mêmes produits. La marque est forte. La marque forte veut dire aussi également qu'on a une clientèle qui est très fidèle, qu'on est capable de vendre un produit, puis de vendre ensuite l'ensemble de la gamme de produits. Encore une fois, Apple là-dessus, ça a commencé peut-être avec des PC, avec des, euh, des téléphones, avec des iPods. Aujourd'hui, il y a des tablettes, aujourd'hui, il y a des écouteurs. Ils ont laissé tomber dernièrement l'idée de faire des voitures, mais on voit bien que finalement, il y a toute une gamme de produits et que souvent, les clients Apple ont un, voire plusieurs produits de la gamme. Euh, un avantage stratégique, ça peut aussi passer par le fait de détenir un brevet. Alors un brevet, ça peut être technique, technologique, scientifique, pharmaceutique, peu importe, mais avoir ce brevet, souvent, quand vous êtes le seul à le détenir, forcément, ça vous donne un avantage sur la concurrence. Un savoir-faire unique aussi. On n'est pas loin du brevet dans l'idée, c'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez avoir un savoir-faire qui est propre à votre entreprise et qui vous permet justement de délivrer des produits de meilleure qualité. Vous pouvez avoir des effets de réseau. Situation de monopole aussi, ça peut être clairement un avantage stratégique. Vous êtes en situation de monopole sur votre marché, forcément vous avez un avantage stratégique sur l'ensemble des concurrents. Donc voilà, il y en a d'autres, encore une fois, comme je disais, il faut essayer, à travers vos recherches, vous allez naturellement, je pense, les découvrir. Mais il faut essayer de définir et de trouver quels sont les avantages stratégiques qui donnent un avantage à l'entreprise que vous êtes en train d'analyser. Et cet avantage concurrentiel, il va vous permettre aussi, dans le temps, d'avoir plus de chances de perdurer et d'être performant dans le temps, parce que pour les nouveaux qui veulent rentrer sur ce marché, c'est des grosses barrières à l'entrée. Comme je disais tout à l'heure, venir concurrencer Apple, ça va être compliqué, et plein d'autres marques. Pourquoi vous pouvez aussi avoir plus de performance dans le temps, c'est parce que ce qu'on appelle le coût de changement, souvent, quand vous êtes un produit ou un service qui est très bien implanté, qui est utilisé par une grande partie de la clientèle, c'est très difficile parfois de changer d'outil, changer de service, changer de produit. L'exemple que j'ai, par exemple, c'est on a tous dans nos sociétés Microsoft Office, avec Excel, Word, tout ça. Il y a une solution quand même qui s'appelle OpenOffice, qui est gratuite. Et pour autant, le coût de changement, il est là, puisque il n'y a pas beaucoup d'entreprises, en tout cas. Nous, on est toujours sur Microsoft Office, et je connais plein de monde où c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés sur OpenOffice, alors qu'OpenOffice est quand même gratuit, contrairement à Microsoft. Évidemment, vous allez avoir des avantages stratégiques comme on a vu juste avant. Forcément, ça va vous réduire la concurrence. Surtout, plus vous allez les accumuler, et plus vous allez réduire la concurrence, dans le sens où les acteurs qui seront avec vous, sur le même marché, ils vont forcément avoir plus de mal à grossir. Et comme je disais tout à l'heure, ceux qui vont vouloir rentrer sur le marché, ça va être aussi plus compliqué. Donc la concurrence va être moindre, et donc du coup vous avez plus de chances de performer dans le temps. Et puis surtout, en fait, d'avoir des avantages stratégiques, des avantages concurrentiels, ça va vous donner un peu plus la main sur ce qu'on appelle le pricing power, c'est-à-dire que l'entreprise va être plus enclin à vraiment définir le prix qui lui arrange, vu que, comme on vient de le dire, elle est moins sujette à la concurrence, elle est en situation de domination, et donc du coup ça lui donne plus de pouvoir sur la politique de ses prix, et donc du coup forcément, quand vous êtes dans cette position-là, c'est plus facile de mettre des prix qui vous garantissent une meilleure rentabilité, une meilleure profitabilité, et forcément, plus vous êtes rentable et plus vous avez de chances de perdurer dans le temps. Donc voilà, ce sont vraiment des choses, je pense qu'en faisant vos recherches sur une entreprise, vous allez avoir des éléments de réponse. Il va falloir évidemment checker et bien noter toutes les réponses que vous allez trouver au cours de cette analyse. Mais ça déjà, ça va vous permettre d'avoir une idée si un mot est présent. Ensuite, une fois que, admettons qu'il y a un mot,
et qu'on utilise finalement ce critère de mode comme un critère de sélection. Ensuite, il faut quand même analyser d'un point de vue fondamental l'entreprise. Il ne suffit pas juste de voir si elle a un mode ou pas. Il faut également aller regarder deux choses pour moi dans l'analyse fondamentale qui sont importantes, c'est évidemment l'entreprise et son secteur d'activité. Une entreprise ne peut pas être décorrélée de son secteur, et une entreprise ne va pas être comparée à une entreprise d'un autre secteur. On n'irait pas comparer par exemple Apple avec Air Liquide. Donc il faut bien avoir une compréhension et les informations sur à la fois l'entreprise et son secteur. Donc les informations sur l'entreprise, ça va être assez simple, hein. Il faut évidemment connaître un petit peu son histoire, son évolution, entre le moment où elle a été créée et l'instant T où on fait une analyse de l'entreprise, savoir ce qui s'est passé, quelle a été un petit peu son évolution tout simplement. Évidemment savoir ce qu'elle produit, donc connaître ses produits ou ses services. Donc est-ce que ces produits, ces services sont des produits essentiels? Est-ce qu'ils sont souvent achetés? Cette notion un peu de repeat. C'est sûr, quand on est sur des produits qu'on achète, je sais pas, toutes les semaines, versus des produits qu'on va acheter tous les 5 ans, c'est en termes de chiffre d'affaires qu'on va générer, en termes de vente, c'est pas la même chose. Et forcément, un produit qui est consommé plus souvent a plus de chances de vous garantir des revenus de façon pérenne. Est-ce que les produits et les services sont vendus à un bon prix? Est-ce que ce sont des produits ou des services de niche ou des produits grand public? On peut également appeler ça mass market. Et surtout, il faut se poser une question aussi, est-ce que les concurrents font mieux? Et s'ils font pas mieux, pourquoi ils n'arrivent pas à faire mieux? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez n'importe quel marché, quand il y a un produit, il y a un service, on peut toujours dire comment améliorer ce produit, comment améliorer ce service, est-ce qu'on peut le rendre moins cher, ou est-ce qu'on peut faire les deux? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable demain de sortir un nouveau produit qui sera de meilleure qualité et moins cher? Je pense que c'est une question qu'il faut se poser. Et évidemment, savoir pourquoi, à l'heure actuelle, les concurrents n'y arrivent pas. Alors peut-être que c'est une conséquence de ce qu'on a vu au-dessus, c'est-à-dire des avantages concurrentiels. Mais je pense que c'est bon de se poser cette question-là pour avoir un peu plus une idée un peu plus précise de la position de force de l'entreprise. Ensuite, il faut prendre aussi également en compte le management de l'entreprise, donc qui est le boss de l'entreprise. On sait, il y a des entreprises familiales, c'est des vrais empires. Et en bourse, il y en a pas mal, comme LVMH, qui sont assez bien gérés, et on se doute que la vision, quand on est dans une entreprise familiale, la vision est peut-être parfois plus respectée, plus facile à être pérennisée dans le temps. Alors que si on a des gens qui ne sont pas de la même famille, et des gens qui succèdent, qui ont parfois des visions complètement différentes, c'est peut-être aussi un bon critère à connaître. Est-ce que l'entreprise est facile à gérer? Est-ce que le management de l'entreprise investit dans l'entreprise? C'est-à-dire, est-ce que les dirigeants de cette entreprise détiennent des actions? Dans quelle proportion? Est-ce qu'ils font souvent des mouvements? Est-ce qu'ils en vendent? Est-ce qu'ils en achètent souvent? Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant à aller regarder. Un petit peu voir comment finalement eux achètent et vendent des actions de leur entreprise. Et également, je trouve un autre point aussi également intéressant, ça peut être leur politique par rapport aux actionnaires. Déjà, effectivement, est-ce qu'ils versent des dividendes ou pas? Ça peut être un critère à prendre en compte. Est-ce qu'ils sont plutôt dans une politique de rachat d'actions ou de dilution d'actions? Donc le rachat d'actions, en fait, et la dilution d'actions, il faut voir ça un peu comme un gâteau. Quand vous faites du rachat d'actions, c'est-à-dire que l'entreprise rachète ses actions, et donc du coup, chaque action que vous détenez a plus de valeur parce qu'elle réduit le nombre de parts d'actions en circulation. Alors que si on fait de la dilution, c'est l'exemple par exemple d'Air Liquide. Air Liquide qui fait de la dilution quand elle verse une action gratuite à ses actionnaires à partir du moment où ils ont 10 actions. Donc voilà, encore une fois, c'est un aspect je pense à prendre en compte. Ça ne va pas pour autant dire que la dilution étant, on va dire, moins avantageuse que le rachat d'actions pour un actionnaire, ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut forcément enlever toutes les entreprises qui font de la dilution. Encore une fois, si on prend l'exemple d'Air Liquide, je pense que dans le temps, c'est une entreprise qui performe extrêmement bien. Et ne pas l'avoir en portefeuille, c'est une question qu'il faut se poser, mais moi en tout cas, je
J'aime beaucoup cette valeur, malgré le fait qu'elle fasse de la dilution. Donc, voilà par rapport à l'entreprise. Je pense qu'encore une fois, il y a peut-être d'autres questions. Et par rapport au secteur, bah, je trouve qu'on ne peut pas décorréler les deux. C'est-à-dire que on est obligé de se poser aussi certaines questions sur le secteur, notamment l'état de santé, l'état de forme du secteur. Est-ce que c'est un secteur qui est en déclin ou est-ce que c'est un secteur qui est en pleine expansion? Je pense que ça peut nous donner des indications sur l'avenir plus ou moins proche, c'est-à-dire les perspectives qui vont arriver là, par rapport au secteur et par rapport à l'entreprise qui se situe dans ce secteur-là. Également, il faut toujours se poser la question de quelle est la position de l'entreprise dans ce secteur-là. Est-ce qu'on est en position de leader? Est-ce qu'on est dans le peloton de tête ou dans le peloton de fin? Et donc du coup, se poser les questions de pourquoi on se retrouve en fin de peloton ou pourquoi on est leader. Il faut évidemment connaître les règles et les fonctionnements de chaque secteur. Si je vous dis l'immobilier et le luxe, vous comprenez assez facilement que, a priori, ils n'ont pas les mêmes règles et ne fonctionnent pas de la même façon. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut un petit peu chercher là aussi et qu'il faut connaître quand on investit dans une entreprise, parce que on investit dans une entreprise, mais on investit aussi dans un secteur. Savoir également aussi si le secteur est cyclique ou non. C'est presque avec l'état de forme, on aurait pu le mettre ensemble. Vous avez des secteurs, on le sait, l'économie, elle fonctionne en cycle. Et vous avez des secteurs qui fonctionnent en cycle aussi. Et si vous êtes dans un cycle, enfin dans un secteur où le cycle est complètement dans une phase où on délaisse justement ce secteur-là, dans une phase plate, voire descendante, ou est-ce que vous êtes sur une entreprise, un secteur qui justement qui n'est pas cyclique, et là pour le coup, est-ce qu'il est croissant, est-ce qu'il est décroissant? Mais le côté cyclique, c'est vraiment, vous savez, c'est cette idée de vague un peu, et savoir si vous êtes en haut de la vague, dans le creux de la vague, c'est, je pense, quelque chose qu'il faut se poser comme question, c'est intéressant. Et voilà, je pense qu'on a fait, dans un premier temps, là, on a fait un peu le tour de l'ensemble des choses. Je pense que je le vois sur YouTube, et je trouve ça assez intéressant. Il y en a qui tout simplement font, vous savez, ils attribuent finalement un score ou une note à chacun des critères qu'ils ont. Je pense que ça peut être une bonne approche également, il faut bien partir de quelque part. Et typiquement, il a un avantage, vous lui mettez un point, il en a un deuxième, vous lui mettez 2 points. Typiquement, il a des produits qui ont un bon taux de repeat, vous lui mettez 1 point, et pas bon taux de repeat, vous lui mettez 0 point. Bref, vous pouvez comme ça un petit peu construire votre modèle de scoring un peu, votre modèle d'évaluation. Et au moins, c'est un modèle qui va être objectif, parce que vous aurez le même pour toutes les entreprises que vous allez analyser. Et ça va vous permettre un petit peu de donner une notation et d'avoir une idée dans un premier temps du score que vous attribuez à l'entreprise que vous êtes en train d'analyser. Voilà, j'espère que cet exercice va vous aider. Je veux quand même préciser que c'est pas un exercice, on va dire, ce n'est pas la vérité absolue. Encore une fois, moi je me considère comme un investisseur particulier, je suis une personne lambda, j'ai commencé mon investissement en bourse en 2020, et pour moi, cette partie stop picking, où on va venir vraiment analyser une entreprise, c'est quelque chose qui est, comme j'ai dit en intro, très dur, et c'est un peu le but ultime du jeu, quoi. Si on veut devenir un GOAT, hein, pas un MOAT, mais un GOAT, pour être capable d'être le GOAT de son investissement en bourse, être capable de choisir les bonnes entreprises parce qu'elles sont d'une très bonne qualité avec un potentiel futur très intéressant. Évidemment qu'il ne faut pas se contenter juste de cet exercice qu'on vient de faire là. Évidemment que c'est des premières questions que je me pose. Moi, c'est un petit peu comme ça que je commence à faire un petit peu une analyse d'une entreprise. Mais il y a plein de data sûrement que je n'ai pas précisé aujourd'hui, que je vais découvrir avec mon évolution dans le temps. Là, on a fait une analyse fondamentale, mais je pense qu'il faudra également faire une analyse quantitative, une analyse technique. Et je pense qu'il faut grouper le maximum de choses qu'on peut trouver pour vraiment juger in fine de la qualité de l'entreprise. Donc voilà, je voulais préciser ça. Je veux pas que ça soit perçu comme une réponse absolue, comme une vérité absolue. Vous le savez, sur cette chaîne, je partage un petit peu ma façon de faire, mais c'est vraiment pour vous donner des pistes, en aucun cas pour dire faites comme moi, et moi j'ai la solution absolue qui va nous garantir une performance dans le temps, quoi. Voilà, je voulais vraiment préciser ça, parce que voilà, c'est un partage, et n'oubliez pas que
je suis un débutant et que je ne prétends pas tout simplement avoir la vérité absolue. Et pour finir, je voulais justement vous montrer ma page personnelle, vous trouverez le lien en description. Cette page, pour moi, elle est importante parce qu'elle vous permet de rentrer en contact avec moi de façon privée. J'ai pas mal de commentaires où on échange, et à un moment donné, c'est difficile de vous apporter une réponse précise parce que en commentaire, et je le comprends, vous pouvez pas divulguer certaines informations. Donc n'hésitez pas à passer par Twitter ou par Discord pour me contacter. Je pense à plusieurs utilisateurs qui l'ont fait ce mois-ci. On peut faire des partages d'écran, on peut faire des calls, on peut vraiment chatter et discuter. Et tout ça, c'est beaucoup plus facile pour vous apporter une réponse de qualité. Et donc n'hésitez pas à passer par cette page. Vous avez mes deux réseaux ici. Et si besoin, vous allez retrouver mes offres de parrainage et mon fichier de suivi, si jamais certains sont intéressés. Donc voilà, je voulais terminer par ça. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Portez-vous bien. À la prochaine. Vamos!